Bonjour, bonjour tout le monde ici présent pour cette soirée. C'est la première soirée de la soirée IFA, une soirée littéraire IFA, dans laquelle on va découvrir des auteurs de notre association qu'est l'IFA. Mais avant de parler de notre personne, notre auteur de ce soir, qui est Madame Jeanne Forest, on va faire un petit récapitulatif sur ce qu'est l'IFA. L'IFA, c'est un sigle pour les écrivains francophones d'Amérique. Ça a été fondé en 1936 et c'était la première association qui défendait les droits des auteurs francophones, par exemple, en promotant leurs écrits, valoir aussi la langue française dans la société québécoise de l'époque, bien sûr de 1936 jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que ensuite, dans les années 70, il y a eu l'UNED qui est venu un peu devient l'organisme d'État qui est devenu l'organisme officiel qui est dans le gouvernement a un mandat pour défendre les droits des auteurs. Cependant, l'effort encore existe et bien qu'on ne soit pas aussi même si on n'a pas la notoriété de l'UNED, mais par contre, on a un institution qui aime mettre en valeur nos auteurs francophones d'ici et d'ailleurs. Je parle par exemple de Montréal et des environs en région jusqu'au Nouveau-Brunswick où on parle français. Donc, comme je disais ce soir, notre auteur pour cette première soirée littéraire de l'IFA, c'est l'auteur Jeanne Forest qui va nous parler de son bouquin, le livre vert du bonheur. Cependant, avant de plonger pile dans les questions par rapport à l'œuvre et à l'auteur, Madame Jeanne Forest va parler un peu de lui-même. Donc, Madame Jeanne Forest, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Vladimir, de m'avoir donné la parole. Et bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jeanne Forest. C'est mon nom d'épouse, c'est mon nom de jeune fille, c'est Razana Karivelo Jeanne. Je viens de Madagascar. Et je suis médecin de formation dans mon pays et j'ai aussi effectué la fonction d'interne dans les hôpitaux de France avant de venir ici. Et puis ici, j'ai une clinique de médecine douce qui fait de la massothérapie et puis je fabrique moi-même mes propres produits cosmétiques à base des huiles essentielles venant de mon pays, Madagascar, qui s'appelle Sao. Et puis, je fais le soin du corps et du visage et j'écris en même temps. C'est pour cette raison que je me trouve ici, à l'IFA. Oui, j'ai écrit le livre Vert du bonheur. C'est une inspiration que j'avais lue selon le film de Peter Farrelly qui s'appelle The Green Book, le livre vert. C'est-à-dire qu'à l'époque de la ségrégation raciale, il y avait le livre vert à cette époque qui indiquait où les Noirs pouvaient venir et où les Noirs ne pouvaient pas circuler. C'est qu'à cette inspiration, j'ai dit, mais pourquoi pas le livre vert du bonheur? C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons nous diriger. Nous allons avoir notre propre livre vert du bonheur pour nous diriger un peu dans la société et nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Monsieur, Madame Jeanne, je veux savoir pourquoi la couleur verte? Parce que moi, je pensais que le bonheur serait rouge, comme par exemple rouge comme l'amour, parce que au Saint-Valentin, les cœurs sont bien rouges. Mais pourquoi le bonheur est vert?
Oui. Est-ce que c'est arbitraire ou Oui. des raisons scientifiques, spirituelles? Exactement. C'est parce que le livre vert, c'est la couleur du printemps. On est le printemps maintenant, et puis c'est la couleur de l'espoir. Parce que le bonheur a plusieurs spécificités et plusieurs couleurs selon la personne. Avec la couleur verte, c'est la couleur que j'ai donnée à notre bonheur, nous, les Noirs. D'accord. Maintenant, je comprends un peu mieux. Par contre, moi, Est-ce que madame va continuer ou c'est un échange que vous faites, hein? exactement, c'est un échange, oui. Ah, c'est pas une conférence. C'est un échange, oui. Donc, comme vous disiez, donc maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi vous avez choisi la couleur verte. Par contre, comment vous avez dit que ça avait été inspiré par un film, mais par contre, je veux savoir, est-ce que au cours de l'écriture, comment avez-vous commencé le processus d'écriture de ce livre? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'était quoi les étapes? Oui, c'est quand je venais de voir le film, le film de Green Book. C'est une inspiration qui m'était arrivée tout à coup, mais avant j'écrivais toujours des poèmes et tout ça. Et puis j'écrivais aussi sur la santé et bien-être. Fait que il y avait des éléments que j'avais déjà dans mon ordinateur. Et puis, je l'ai assemblé avec mon inspiration du livre vert du bonheur. Et je n'ai pas eu de difficulté à rédiger parce que mon inspiration était tout le temps en moi. Dès que j'étais petite fille, j'écrivais toujours un petit livre que je n'ai pas publié. Ah, très intéressant. Autant que vous vous souvenez, pouvez-vous me dire à quel âge vous avez débuté à écrire? Est-ce que vous avez un souvenir à partager avec nous? Par exemple, est-ce que c'était de l'adolescence, de la vie adulte? Oui, depuis que j'étais petite, j'aimais lire. Ça d'abord, c'est capital. Parce que mes parents étaient instituteurs et institutrices et ils nous ont beaucoup motivés à lire des livres. Et j'étais tout le temps dans la bibliothèque en train de fouiller à des livres. C'était déjà quelque chose en moi. Ah, merveilleux, merveilleux. Si c'est pas trop indiscret, est-ce que c'était plus des bandes dessinées, des romans? C'était quoi au juste? Je lis à peu près tous les livres. Oui, je lis des romans, je lis aussi surtout sur le développement personnel, santé et bien-être, tout ce qui donne des informations pour notre vie au quotidien, ça m'intéresse. Ouais. Ah, très intéressant. Au cours de ma lecture de votre bouquin, j'ai remarqué que vous parlez beaucoup d'immigration. C'est quoi le lien parce que moi, quand j'ai vu le titre du livre, je pensais que j'allais trouver des recettes pour atteindre le nirvana, pour être moins stressé, mais par contre, j'ai beaucoup de références à des faits d'actualité, d'immigration. C'est quoi le rapport entre le... Je ne comprends pas un peu, je ne comprends pas. Pouvez-vous nous donner cette explication? Oui. J'ai parlé beaucoup des immigrations parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrit sur le bonheur. Et le bonheur, dans tous les sens, c'est parce que chaque personne aussi a leur aspect de bonheur. Avec en tant qu'immigrante venant de Madagascar, en tant qu'immigrante noire, j'aimerais partager avec tout le monde mes expériences pour retrouver ma place. En fait, la paix interne que j'ai maintenant, parce que je l'ai travaillé très très fort en essayant de m'intégrer, en essayant de comprendre la mentalité, la philosophie
de la population dans le pays qui nous accueille. Et c'est avec ça que nous, on peut s'ajuster aussi pour prendre notre place. Et que c'est un travail en moi que j'ai travaillé très très fort pour en arriver là. Parce que faut pas oublier que dans notre vie quotidienne, nous les immigrants, on fait face à beaucoup de choses. On fait face au racisme aussi. Faut pas hésiter de le dire. Puis on fait face à beaucoup d'obstacles parce qu'il y a aussi l'intégration, la recherche d'emploi qui peut nous convenir selon notre diplôme, etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup de stress que nous devons vivre chaque jour avec l'adaptation que nous devons aussi faire face dans ce pays. Parce que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même température, ce n'est pas la même nourriture, ce n'est pas la même philosophie. Fait que c'est tout un travail qui demande beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment pour ça un guide pour les immigrants qu'il faut booster notre énergie pour faire face avec tout ce qui nous attend dans la vie quotidienne ici. Parce que s'intégrer dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est pas si facile que ça. Et puis pour éviter aussi le phénomène de ghettoisation, pour éviter aussi les phénomènes d'incompréhension, parce que il faut vivre ensemble. Donc il faut comprendre la philosophie du pays qui nous accueille. Et je parle aussi dans notre livre aussi que les gens dans la société qui nous accueille aussi doivent faire aussi des efforts pour comprendre les immigrants qui viennent d'arriver. Donc, vivre en harmonie, c'est ça qui est le principal message que j'aimerais donner à mon livre. Ouais. Wow, c'est très intéressant. Alors, j'aimerais savoir, au cours de... Vous avez relaté que vous avez voyagé au Madagascar, la France, pour finalement arriver au Québec. Est-ce que vous percevez des différences pour un migrant de vécu en France comparé au Québec? Est-ce que d'après vous, sur votre expérience, comment décrivez-vous est-ce que c'est la même expérience en tant qu'immigrant de vivre en Europe qu'en Amérique, où il y a des différences, des similitudes? Pouvez-vous m'apporter des lumières? Ouais, c'est sûr qu'il y a une grande différence au point de vue température. Par exemple, ici c'est 6 mois d'hiver et là-bas c'est tout simplement l'hiver dure 3 mois comme ça. Et puis il n'y a pas de neige. Il y a des fois il y a des neiges. Et puis la culture aussi c'est différente aussi au Québec et puis en France, parce que par exemple pour parler ici les Canadiens sont plus directs quand ils parlent, et puis les Français sont un peu diplomates, on peut dire, quand ils parlent. Fait que c'est un peu ça aussi la différence. Ouais. Et puis la façon de s'habiller, tout ça. En France, c'est la capitale de la mode. Fait que il y a la mode en chaque saison et tout le monde suit ça. Et que ici, c'est ce que j'aime, c'est le pays de la liberté. Ouais. Vous voyez la liberté, mais quelle liberté avez-vous trouvé ici et non pas en Europe? La liberté ici, c'est d'abord, il y a plus de liberté d'expression et la liberté aussi financière, et puis la liberté aussi dans nos façons de penser. Ouais. Très intéressant.
en parlant de voyage, j'ai une petite question. Est-ce que les gens, quand vous leur disiez que vous venez de Madagascar, est-ce que les gens pouvaient le situer sur une carte, plus en Europe ou en Amérique? Parce que souvent, on pense que l'Afrique, c'est un pays et pas un continent. Ouais. Parce que je dis ça comme ça, parce que souvent quand j'écoute des jeux télévisés, quand une fois j'ai entendu qu'on pose la question de nommer un pays d'Afrique, quelqu'un a répondu le Brésil. Ça m'avait vraiment choqué. Donc, souvent, on pense qu'on parle des Africains. Quand tu dis quelqu'un que tu viens du Sénégal, ton pays c'est l'Afrique, tu vois. Mais est-ce que toi, quand tu as vécu en Europe, les gens pouvaient situer comme où tu venais, ou on pensait que tu viens de l'Afrique? Ouais. Oui, les gens me posent des questions. Tu viens de quel pays? Fait que je réponds Madagascar. Et puis, nous sommes plus proches les Français sont plus proches de Madagascar parce qu'on était colonisés par les Français. Tandis que quand j'arrive ici, beaucoup de monde ne connaît pas Madagascar. Et qu'il faut que j'explique un peu au point de vue géographique, au point de vue culturel. Ouais. C'est un peu loin. Très intéressant. En fait, pour être honnête avec vous, moi non plus je ne connais pas Madagascar. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce pays-là? Comment sont-ils arrivés à parler français? Parce que je me dis que peut-être qu'avant il y avait des autochtones comme nous autres au Québec, en Amérique du Nord, tu vois? Oui, Madagascar, c'est un pays qui est situé au sud de l'Afrique. C'est une île qui est située au sud de l'Afrique. C'est à côté de l'île Maurice, la Réunion, Seychelles. Et puis on est séparé du Grand Afrique par le canal de Mozambique et séparé par les autres îles par l'océan Indien. Et puis on a 26 millions de population et la superficie c'est comme la France et le Belgique ensemble. Ouais. Et puis nous sommes constitués de 18 ethnies. Et nous sommes des mélanges de populations qui viennent d'Afrique, Indonésie, et puis la Chine, les Pakistans, les Européens comme les Français. Ouais, c'est tout un mélange à Madagascar. Ouais. Wow, c'est super intéressant. Donc, si je comprends bien, c'est que c'est l'organisation qui amène le fait que les gens là-bas parlent le français Exactement. comme l'île Maurice. Oui, exactement. On était colonisés par les Français. Ouais. Et en quelle année avez-vous eu votre indépendance? C'est en 1960. Wow, c'est pas mal récent. Ouais. Est-ce que, par rapport... comme vous venez d'un très pays lointain, est-ce que Madagascar a une tradition, une culture particulière par rapport aux autres pays africains du continent? Oui, nous avons le Fiavanana chez nous. C'est notre tradition, c'est-à-dire qu'on se soutient dans tout ce qu'on fait. Par exemple, il y a des funérailles, donc on fait la cotisation entre la famille, dans le voisinage, pour aider un peu à soutenir la personne qui vient de perdre quelqu'un de cher. Et puis tout le monde est là aussi pour les soutenir jusqu'aux funérailles pour entrer dans les tombeaux. On a aussi des traditions aussi de la circoncision pour les petits garçons. Et on a également aussi le famadir, c'est-à-dire le retournement des morts. Il y a des moments où
on fait le retournement du mort, c'est-à-dire les morts qui étaient déjà enterrés, on emmène des limbes, c'est-à-dire comme une sorte de tissu traditionnel fabriqué en soie sauvage, et puis on enveloppe le corps des défunts pour nous protéger et puis demander de la bénédiction des ancêtres, parce que pour nous, les ancêtres sont toujours là pour nous soutenir dans tout ce que nous faisons. C'est aussi comme un aide pour le deuil, pour que le deuil ne soit pas trop terrible pour les gens. Très intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions, ces découvertes sur votre pays. Pourtant, sur votre livre, des fois je pensais, en lisant votre livre, je pensais que c'était un guide pour aider comme tout immigrant à s'intégrer. Mais j'ai un peu de doute parce que en 2023, on a quand même écrit beaucoup de livres de développement personnel. Mais en quoi votre livre est différent des autres livres qui prétendent en lisant et en les suivant apporter le bonheur? Oui, c'est vraiment une bonne question. C'est parce que le bonheur se trouve, ça dépend de chaque personne. Et puis, dans la phase d'adaptation que les immigrants doivent traverser pour s'intégrer au pays, c'est là que j'ai mis beaucoup plus le guide. Parce que moi, je ne rentre pas dans les guides pour aller chercher du travail. Il y a déjà des communautés pour ça. Il y a des organismes pour ça, pour aider les immigrants à chercher du travail, pour aller un peu partout pour s'intégrer. Mais mon livre, c'est vraiment concernant l'être humain. L'être humain qui va vivre l'immigration, qui va vivre l'intégration en tant que personne aussi, de couleur aussi. Et je rentre beaucoup plus donc sur la façon d'être de la personne, que je mets un coup de pouce là-dessus, qu'il ne faut jamais se décourager et il faut viser c'est quoi notre objectif quand nous avons immigré ici. Parce qu'il faut que nous, on sache c'est quoi vraiment notre objectif et c'est quoi la stratégie pour pouvoir vivre mieux, vivre ensemble dans l'intégration au pays. Très intéressant. Ah, ok. Okay. Bon, pour revenir un peu à vos propos, comme vous disiez donc que votre livre, ça peut aider, c'est un guide pour un immigrant à immigrer dans un pays. Le mieux-être et la façon d'être. Ouais. Donc pour vous, selon vos propos, pour qu'un immigrant puisse réussir son immigration, il doit se dire qu'il est un soldat en mission. Bon, pas nécessairement, allez dire comme quelqu'un est en mission et que c'est avec cette mentalité-là qu'il peut réussir son immigration. En se disant, ok, je vais immigrer au Québec, aux États-Unis parce que je veux que mes enfants, ma famille puissent des générations plus tard mieux installées. Donc, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris de votre livre? Oui, c'est-à-dire que un être humain, ce n'est pas fait tout simplement pour aller chercher du travail, étudier et puis atteindre une certaine place dans la société,
arriver à une place de médecin ou ingénieur, un être humain doit aussi cultiver sa personnalité et doit se sentir aussi à l'aise dans la société où il vit, parce que ça fait partie du bonheur. Quand on est à l'aise dans la société où on vit, quand on est à l'aise partout où on va, c'est ça qui fait un être humain épanoui. Parce que si on se sent exclu, si on se sent tout le temps au second plan, si on se sent tout le temps comme devoir montrer qui on est, c'est un peu en dehors du contexte du bonheur. Et qu'en cultivant notre personnalité, que nous arrivons à nous asseoir dans notre vraie place dans la société, et puis savoir d'où l'on vient, et puis où est-ce qu'on va s'en aller. Très intéressant. Ça va comme ça? Oui. Ouais. D'accord. Après ces dernières paroles, vous dites que l'immigrant doit chercher son confort le plus possible. Mais est-ce que c'est, par exemple, imaginez que je suis un immigrant, mais que j'ai des pratiques, disons, un peu barbares. Imaginons que je suis un cannibale, mais que je vais au Québec, mais je veux que... bon, c'est un peu trop extrême comme situation. Imaginons que, par exemple, en Afrique, il y a la tradition de l'excision des jeunes filles. Est-ce qu'un immigrant qui est ici avec cette mentalité doit